Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Coup de pute, la lutte pour les droits des travailleuses du sexe. Alors de Molly Smith et Juno Mack chez Hystérique et Associés 2025. Alors Juno Mack et Molly Smith sont travailleuses du sexe et militantes au sein du collectif Swarm. L'une vit à Londres, l'autre à Édimbourg et cet essai est devenu vraiment une référence dans les mouvements de défense des travailleuses du sexe, on dira surtout TDS au fil de la chronique interroge sans détour les réalités, les violences et les enjeux politiques liés au travail du sexe. Alors le livre alterne théorie et récits vécus, ce qui le rend vraiment percutant. Et c'est vrai que les récits vécus ont une résonance particulière. On sent une empreinte très très fort personnelle, voilà, qui vraiment accompagne la théorie de manière extrêmement brillante. Alors les autrices situent notamment et fermement plutôt l'industrie du sexe dans un système capitaliste global, traversé par le sexisme et la misogynie. Elles ne nient pas ces violences, bien au contraire, elles en font même finalement le point de départ de leur analyse. Et c'est justement l'idée de cet ouvrage, c'est à chaque fois finalement faire un pas de côté et penser les choses autrement, c'est-à-dire repenser voilà, les causes voilà, des différentes violences, etc. Et finalement essayer de déplacer le regard vers, en tout cas, vers ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est moins de manière générale. Alors justement, si les personnes de toute identité de genre exercent finalement le travail du sexe, la structure reste assez genrée. La majorité des personnes qui vendent du sexe, précisent les autrices, sont des femmes et la majorité des clients des hommes. Du coup, ce déséquilibre oriente les parcours, les risques et les trajectoires sociales, d'où le choix politique d'utiliser elle, en tout cas au fil de l'ouvrage, pour les TDS et il pour les clients. Alors je vous lis notamment page 48 aussi pour compléter ce contexte-là par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors même que les femmes trans sont constamment menacées de harcèlement public, dès lors qu'elles sont identifiées comme des personnes trans, on les perçoit comme des hommes dangereux et on les accuse par exemple de faire intrusion dans les toilettes des femmes dans le but d'y commettre des agressions sexuelles. Inversement, lorsqu'elles passent pour cisgenres, on les considère toujours comme une menace, car elles seraient susceptibles de piéger les autres à des fins sexuelles. Historiquement, les hommes gays ont eux aussi été scrutés sous ce prisme de méfiance. Le théoricien queer Léo Bersani avance que l'homme gay soulève les mêmes peurs que la prostituée. Toutes deux pourraient soit faire tomber les hommes respectables dans l'immoralité, soit les détruire. Lors de la crise justement du sida, on a pu voir ces peurs homophobes finalement refaire surface avec une virulence renouvelée. Un chercheur écrit durant l'épidémie, là on cite, ces gens-là font l'amour 20 à 30 fois par nuit. Un type vient, passe d'anus en anus et en une seule nuit, comme un moustique, il va transmettre les cellules infectées sur son pénis. Donc on voit bien toutes ces stigmatisations, finalement, elles sont hélas assez partagées. On voit également dans le document la tension finalement entre les féministes abolitionnistes et finalement et les féministes défenseuses justement des droits des TDS, qui traversent finalement tout le livre. Finalement, pour certaines, la pénalisation est la seule voie, pour d'autres, c'est une question de survie, de dignité, de droits fondamentaux. Les autrices finalement déplacent le regard, comme on l'a dit, c'est-à-dire pourquoi réduit-on finalement tout homo sexe quand le mot travail devrait être finalement tout aussi central, parce qu'effectivement c'est bien le nerf de la guerre. Elle pose aussi cette question dérangeante, les inquiétudes envers la prostitution ne révèlent-elles pas finalement surtout un manque de critique globale du capitalisme, et notamment elle s'adresse aux féministes abolitionniste à ce sujet. Alors, comme pour l'usage des drogues, ce n'est pas parce qu'on est TDS qu'on consomme. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on consomme, dans telles conditions, dans quelles conditions, avec quelles contraintes, etc. Donc, encore une fois, c'est déplacer le curseur et déplacer le questionnement. À cela s'ajoutent les enjeux migratoires, les frontières, les personnes réfugiées. Je vous lis notamment page 136. Il n'est pas surprenant que les féministes carcérales et les TDS féministes aient autant de mal, ne serait-ce qu'à aborder cette question. Notre désaccord porte non seulement sur la solution, mais aussi sur le problème en lui-même. Pour les féministes carcérales, le problème, c'est le commerce du sexe, qui ouvre la voie à la traite. Pour nous, le problème, ce sont les frontières qui privent des personnes de leurs droits lorsqu'elles se déplacent ou qu'elles travaillent. Les solutions que nous proposons divergent tout autant. Les féministes carcérales veulent s'attaquer au commerce du sexe par le biais du droit pénal et donner plus de pouvoir à la police. Pour les TDS, une partie de la solution serait de démanteler les systèmes de répression et les frontières militarisées qui plongent les personnes sans papier dans l'ombre et les privent de tout accès à la sécurité ou à la justice. Autrement dit, retirer du pouvoir à la police pour en donner aux migrants, migrantes, et aux travailleuses du sexe. Donc on voit bien, le prisme n'est pas du tout le même, et c'est vraiment l'idée encore de cet ouvrage, c'est de penser les choses autrement, et encore une fois, essayer de déplacer finalement les raccourcis qu'on peut avoir sur, sur la question de manière générale d'ailleurs. On l'a compris, l'intersectionnalité est également omniprésente, racisme, transphobie.
notamment aggrave la violence du système, hein. Les femmes noires sont bien plus exposées à des poursuites graves que leurs homologues blanches, hein. C'est bien précisé dans l'ouvrage avec des témoignages très, très clairs et par exemple, on a aussi un témoignage, hein, qui explique que finalement appeler la police pour demander de l'aide peut se retourner contre soi, voilà. Ce sont finalement les TDS qui finissent arrêtés, alors qu'elles demandaient de l'aide, hein, pour notamment de la violence. Donc oui, les violences existent, oui, hein, mais encore faut-il interroger leur cause, hein, mépris social, langage déshumanisant, hein. Vous avez toute une série de vocabulaire absolument atroces, hein, concernant les TDS. C'est-à-dire à quoi on les résume, hein. Vous avez, je pense, les images, hein. Donc si je reviens sur ces causes, hein, je l'ai dit, mépris social, langage déshumanisant, ostratisation, idée que la maltraitance serait normale dans ce milieu, hein. Encore une fois, on a un prisme intersectionnel aussi ici, hein. Le vocabulaire donc employé pour parler des TDS, et voilà, est une violence en soi. Je vous donne aussi une autre anecdote, page 171, qui a retenu mon attention. Notamment, on évoque la question de maison close. La définition de la tenue de maison close est si large qu'elle facilite considérablement la pénalisation des travailleuses du sexe, hein. N'importe quel endroit où plus d'une femme offre des rapports sexuels, que ce soit contre paiement ou non, ou qu'on visite pour des pratiques homosexuelles obscènes, hein, peut constituer un bordel. Autrement dit, une colocation où les deux colocataires ont régulièrement des relations sexuelles sans engagement et non tarifées peuvent théoriquement être considérés comme un bordel en vertu de la loi britannique, etc. En réalité, bien sûr, hein, cette loi n'est jamais utilisée pour pénaliser les relations sexuelles sans engagement, à l'exception d'occasionnelles descentes dans des clubs échangistes, etc. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir aussi ce contexte. Et notamment, hein, on a aussi un panorama plus international. Par exemple, vous avez un chapitre dédié aux nations prisons, hein, avec les États-Unis, Afrique du Sud, Kenya, où en fait on explique cette question de prohibition totale, hein, pour les TDS, clients et tiers finalement criminalisés, hein. Mais également sur l'Ouganda, la Russie, l'Iran, Pakistan et Chine. Vous avez un autre exemple sur la Nouvelle-Zélande, hein. Là, on a un modèle inverse, hein. On parle de décriminalisation complète et finalement l'application du droit du travail au secteur. Donc, on passe aussi par la critique finalement du modèle nordique, hein, où les autrices analysent en détail la pénalisation des clients, les effets pervers sur les conditions de travail des TDS, dont l'isolement, la précarisation, le danger accru. Et finalement, les autrices adressent un message clair, hein. Là, je cite, hein, votre dégoût pour l'industrie du sexe ou pour les hommes qui la financent ne doit jamais l'emporter sur votre capacité à éprouver de l'empathie pour celles et ceux qui y travaillent. L'un des plus grands obstacles dans les milieux féministes consiste justement à dépasser le symbole prostitution pour regarder les conséquences matérielles des lois répressives sur la vie des TDS. Personne n'est jetable, la lutte pour les droits des TDS est étroitement liée aux autres combats sociaux. La décriminalisation n'est qu'un début. Tant que pauvreté, racisme, transphobie, inégalité structurelle persistent, hein, les TDS resteront en danger. Janet Mock résume notamment parfaitement l'enjeu en disant que nous ne serons pas libres tant que les plus marginalisés ne seront pas au centre. Personne n'est jetable. Aya de Léon rappelle également, hein, que finalement la stratification des violences, je cite, hein, être femme, noire, africaine et TDS, c'est occuper l'espace le plus finalement profond de négligence et de mépris. Donc le travail du sexe peut être une stratégie pour survivre à la pauvreté, mais n'éradique pas la pauvreté. Et ni la pénalisation pardon, ni la décriminalisation n'empêchent à elles seules que des personnes se retrouvent à la rue. En somme, l'essai rappelle l'essentiel, hein, mieux protéger les TDS, mieux encadrer leurs conditions de travail et surtout mieux respecter leurs droits et leur humanité. La décriminalisation n'est qu'une étape, l'objectif final, c'est que personne ne soit jetable. Voilà. Je vous souhaite vraiment une belle découverte. C'est vraiment un document à lire, hein, pour faire le point sur le sujet. Voilà, je pense que les idées reçues sont bien trop nombreuses, les stéréotypes également. Voilà, faites le point, voilà, prenez le temps en tout cas de parcourir cet ouvrage qui est vraiment extrêmement, extrêmement développé. Voilà. Très bonne lecture et à bientôt.